Bonjour, et on va continuer là où on avait terminé le dernier cours. Je vous rappelle juste une petite chose, c'est-à-dire que à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus de cours jusqu'en mars. Et donc, je recommence le 24 mars pour continuer donc jusqu'en juin. Donc, vous auriez les 10 autres cours entre fin mars et mi-juin, plus ou moins. Alors, donc, je vais revenir sur les dernières considérations du cours de lundi dernier, en vous rappelant donc qu'on avait passé en revue l'historiographie autour de la crise générale du XVIIe siècle, en commençant avec ce débat qui a été en quelque sorte commencé dans les années 30, mais vraiment au milieu des années 50, avec les écrits en particulier de Eric Hobsbawm, suivi par le débat dans la revue anglaise Past and Present, notamment autour d'un article de l'historien anglais qui était, contrairement à Hobsbawm, pas tellement dans le cadre de l'explication marxiste, c'est-à-dire Hugh Trevor Roper. Et on a eu donc ce débat avec un certain nombre de participants anglais, mais ce n'est pas resté un débat, pour ainsi dire, anglo-britannique, parce qu'on a aussi invité quelques autres historiens à participer, notamment Roland Mounier, qui avait déjà, lui, écrit un certain nombre de choses sur les problèmes du XVIIe siècle. Et on a vu comment, en fait, par la suite, Roland Mounier a poursuivi un certain type d'histoire comparée, en faisant notablement, en écrivant ce livre en 1967, Führer paysanne, où il a voulu comparer donc, les problèmes au XVIIe siècle en France, en Russie, vu large, parce qu'il avait aussi parlé de la situation ukrainienne, et en Chine. Et donc, il a voulu faire cette comparaison. Et c'est un chemin qui a été par la suite repris par d'autres. Et ici, je veux faire rapidement le contraste entre ces deux approches. Celui de Jack Goldstone, plutôt dans le cadre d'une sociologie historique. Et M. Goldstone, donc, qui a écrit ce livre Revolution and Rebellion in the Early Modern World, c'est un livre qui porte en grande partie sur le XVIIe, avec quelques remarques sur le XVIIIe. Et il parle à la fois de l'Angleterre, de la France, mais aussi de la Chine et de l'Empire ottoman. Donc, il vise très large. Mais ce qu'il fait, c'est essentiellement une espèce de comparatisme classique. Et pour ceux parmi vous qui n'ont pas suivi ces travaux, je vous rappelle que M. Goldstone s'inscrit plus ou moins directement dans la tendance de sociologie de Shmuel Eisenstadt, grand sociologue israélien, plus ou moins de tendance weberienne. Et alors, donc, Goldstone a voulu développer un modèle, un seul modèle qui, selon lui, pouvait s'appliquer à toutes ces situations. Et c'était un modèle essentiellement de pression démographique. Donc, pour lui, toujours derrière ces rébellions, derrière ces révolutions, il y a des problèmes de croissance démographique, donc dans une situation où l'expansion économique est limitée par la situation agricole. Alors, il a donc créé un seul modèle assez, pour ainsi dire, un peu mécanique dans son fonctionnement. Et c'était donc considéré comme plus ou moins là où on est arrivé au niveau de l'analyse comparée de ces rébellions au début des années 90. Alors, par contre, Jeffrey Parker, qu'on a vu, avait déjà entamé des réflexions autour de ces questions de la crise générale dans les années 70, finalement est arrivé il y a un an à produire ce livre. C'est un livre énorme qui fait 800 pages, où il passe en revue le monde entier. Et sa façon de travailler est assez extraordinaire parce que Parker maîtrise probablement une bonne dizaine d'archives européennes, en allant de Suède en Espagne, mais il a aussi fait travailler un certain nombre d'assistants
pour faire la recherche. Donc, par exemple, il y avait quelqu'un qui a dépouillé les archives à Istanbul pour lui, pour l'histoire ottomane, quelqu'un d'autre qui a travaillé pour lui au Japon et en Chine. Donc, c'est une certaine, disons, une façon un peu entrepreneuriale de prendre les choses. Ce n'est pas un travail en équipe, mais c'est plutôt employé de chercheurs. On peut poser des questions sur cette façon de travailler, mais néanmoins, c'était une manière de dépasser le problème qu'on a, comment faire une histoire globale sans contrôler donc, tous les archives. Donc, à mon avis, c'est une réponse légitime, mais c'est une réponse qu'il faut aussi critiquer, c'est-à-dire il faut aussi voir quelle sorte de faiblesse ça peut produire. Mais en tout cas, nous avons vu qu'en reprenant donc ces idées et en mettant ensemble des idées de révolution, de trouble, de déclin, qui sont des mots qui viennent dans le vocabulaire du XVIIe siècle, le mot révolution très répandu déjà au XVIIe siècle, le mot trouble est aussi très présent dans nombre d'ouvrages, et le déclin, c'est quelque chose qui on a vu, fait partie du vocabulaire chez les Ottomans, chez les Ming en Chine et ailleurs, et les crises finalement. Ce mot qui est un peu moins utilisé au XVIIe siècle, mais on verra qu'il y a quand même quelques exemples de l'utilisation du mot crise, surtout en réfléchissant sur l'idée d'une espèce de métaphore médicale, c'est-à-dire en pensant au corps politique comme un corps, et donc un corps qui va subir des crises comme un corps peut subir des crises dans le cadre de la médecine. Mais donc ce mot est déjà utilisé, même si ça devient beaucoup plus à la mode au 19e et au 20e siècle en particulier. Et alors donc, je vais peut-être à la fin de ce cours revenir brièvement sur l'analyse de Reinhard Koselleck sur l'utilisation de ces mots et les glissements, les quelques glissements qui ont été produits dans leur usage. Alors donc on a vu que selon Parker, il y a une espèce de crise globale avec des manifestations, pas seulement en Europe. On peut voir ici, dans le cadre européen, qu'il est en train de mettre ensemble des troubles en Suisse, les rébellions en Castille, au Portugal, en Catalogne, mais aussi la Fronde, etc. Mais il met aussi dans le même cadre des problèmes qu'on trouve ailleurs, en Amérique latine, un peu en Afrique. Vous voyez que l'Afrique est relativement absente dans cette carte des crises, mais certainement donc ailleurs en Asie, surtout en commençant dans le Moyen-Orient et en allant jusqu'à l'Extrême-Orient, où il y a, selon lui, des crises à la fois en Chine et un peu au Japon aussi. Alors, et finalement, il essaie de nous convaincre qu'en gros, si on fait la comparaison entre les guerres intenses, entre les siècles, le XVIIe siècle et pour lui carrément le siècle où il y a eu plus de guerres qu'ailleurs. Mais alors là encore, vous pouvez poser la question, alors en réalité, vous voyez qu'au XXe siècle, il y a relativement peu de guerres selon lui, mais il y a beaucoup de morts. Donc, est-ce que c'est vraiment... comment faire cette comparaison? Est-ce que c'est vraiment le cas de dire que la Deuxième Guerre mondiale a duré que 6 ans? Et donc, ça fait 1/5 de la guerre de 30 ans. Manifestement, ce n'est pas une façon très convaincante de faire l'analyse. Mais en tout cas, donc juste pour vous rappeler le dernier élément, il essaie de nous dire que ce que fait la connexion entre toutes ces crises, c'est quelque chose qui vient en quelque sorte de l'extérieur. C'est une espèce de Deus ex machina. En fait, une série de ces éléments, parmi lesquels le plus important pour lui, c'est donc la présence ou l'absence de ces taches solaires. Et vous voyez qu'il y a donc ce fameux minimum de Maunder minimum dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, où il y a une présence très très faible des taches solaires. Et selon lui, ça a un effet sur le climat. Ça a donc produit ce qu'on appelle parfois le petit âge de glace, Little Ice Age en anglais. Et alors, pour lui, donc, ça c'est un élément important. Mais deuxièmement, selon lui, il y a aussi
des activités volcaniques assez répandues au XVIIe siècle, beaucoup plus que dans les siècles avant et après. Et finalement, il essaie aussi de remettre dans le système de causalité un troisième élément qui n'est pas en fait lié de tout, c'est-à-dire l'effet de El Niño dans le Pacifique Sud. Et nous essayons de nous démontrer comment, en fait, en utilisant ces trois éléments différents, tâches solaires, activité volcanique et système de El Niño, on peut arriver à dire qu'il y avait donc une crise climatique qui n'était pas du tout causée par les êtres humains, mais c'est les sociétés humaines qui ont subi les effets de ça. Alors, bien sûr, là encore, il y a des questions qui peuvent être posées. Si vous regardez, par exemple, cette question de monde minimum, le monde minimum, en fait, c'est plutôt quelque chose de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Tandis que si on regarde la crise, selon lui, la crise se place essentiellement entre 1630 et 1660. Donc, il y a à peu près 20 ans de crise sans monde minimum. Et quand on a le monde minimum, par contre, quand on commence avec cette absence de tâches solaires, il y a beaucoup d'années quand il n'y a pas de crise. Donc, il y a une espèce aussi de manque d'éducation entre la chronologie de ces deux. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a quand même un effort, moi je dirais un effort énorme de sa part d'essayer de brasser, de remettre ensemble toute une série d'histoires normalement tenues séparées les unes des autres. Et il a aussi eu donc un certain nombre historiens spécialistes de régions différentes qui ont voulu suivre son pas. Le dernier livre qui est sorti, qui va plus ou moins poursuivre le même chemin, c'est ce livre donc, de Sam White qui s'appelle « Le climat de la rébellion » dans l'Empire ottoman à l'âge moderne. Et lui, il suit plus ou moins exactement le même raisonnement que M. Parker, sauf qu'il se limite à l'Empire ottoman. Et par exemple, il essaye d'expliquer ces fameuses rébellions des années 1610-1620. Il y avait deux sortes de rébellions importantes à l'époque dans l'Empire ottoman. Il y avait ce qu'on appelle les rébellions de Djelali, qui étaient dans l'Anatolie rurale, des rébellions à la fois des paysans et d'autres groupes pratiquant plutôt la transhumance. Mais il y a aussi les rébellions des janissaires. Et il essaie de nous dire que dans l'Empire ottoman, ces rébellions, disons entre 1600 et 1620, 1630, sont essentiellement causées par des problèmes de climat. Et il a à l'appui beaucoup plus de données concrètes sur les rébellions particulières, mais aussi sur les problèmes fiscaux, etc., dans le cadre ottoman. Alors, on peut se poser la question, faut-il toujours revenir à ce genre de réflexion à l'échelle vraiment globale, climatique, extraterrestre, presque en allant jusqu'au Soleil, pour chercher des connexions ou pour chercher des explications globales pour des crises ou pour des problèmes qui se sont produits au XVIIe siècle. Alors, il s'avère en fait qu'il y a toute une tradition d'autres tentatives de lier les crises du XVIIe siècle. Et là, je reviens à un commentaire que Fernand Braudel avait fait dans les années 50 par rapport à un autre type de tentative qui était de faire le lien entre les sociétés du XVIIe siècle en passant pas du tout par ce genre d'explication, mais essentiellement en passant par la circulation monétaire. Alors, donc, il y avait un livre qui était le produit tout d'abord d'une série d'articles écrits par un économiste américain, Earl Hamilton, et qui est finalement sorti sous forme de livre. Et Fernand Braudel, en faisant un compte rendu de ce livre dans les Annales, avait écrit le suivant. Qui, aux Annales, n'aimerait les prudences et les hardiesses de notre ami, ici et là, et surtout quand il s'efforce, par l'exemple et le conseil, de rappeler que l'histoire des prix est à replacer dans l'histoire générale, qu'elle est un moyen aigu de connaissance, mais fragmentaire, et ne vaut que replacer dans les réalités d'ensemble. Mais il continue. Que le malheureux essai de Jevons
Il parle donc de l'économiste Stanley Jevons. Le malheureux essai de Jevons pour expliquer le cycle économique par les taches du soleil sur le rendement des récoltes n'a pas épuisé la possibilité de découvrir à travers les oscillations de longue durée des prix des causes naturelles aux cycles économiques. Alors, ce qu'on a, donc, Braudel, en reprenant ici Hamilton, c'est une autre tentative, où, en effet, on est en train de faire des connexions entre sociétés humaines. Donc, on n'est pas du tout dans un cadre où on a envie de passer à l'échelle supraterrestre, qui était plus ou moins l'idée de Parker. C'est plutôt revenir sur une notion qu'au XVIIe siècle, il y avait quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire une connexion entre différentes parties du monde en passant par des moyens extrêmement concrets, et notamment l'argent. Alors, qui parle d'argent au XVIIe siècle parle surtout et en premier lieu de ce qu'on appelle la monnaie qui s'appelle donc les reales de a8. Si vous vous rappelez de ces histoires des pirates, etc., il y a toujours ces perroquets qui sont en train de dire pieces of eight. Et ça, c'est donc les reales de a8. Et vous voyez la transformation des reales de a8. Voici donc la rupia indienne de l'Empire moghol, qui est essentiellement, en quelque sorte, le produit de la circulation des reales de a8. Alors, de quoi parle-t-on? On parle essentiellement donc de quelque chose qui, normalement, dans l'historiographie, et surtout si on revient à l'historiographie que connaissait Braudel et que connaissait Hamilton, était considéré comme le résultat de la découverte de l'Amérique. Alors, donc, on nous expliquait que les Espagnols arrivant en Amérique dans les années 1510, parce que là, ce n'est pas la question des Caraïbes qui était essentielle, mais plutôt de l'Amérique continentale. Alors, donc, on passe tout d'abord par l'Amérique du Nord, le Mexique, où il y a quand même quelques mines d'argent assez importantes, San Luis de Potosí et Zacatecas. Mais en fait, l'essentiel de l'affaire, ça commence dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et surtout, pas seulement avec la découverte de mines de Potosí, dans l'Amérique du Sud, actuellement dans la Bolivie, mais aussi la découverte des techniques, des nouvelles techniques. Alors là, il y a un débat autour de cette question, parce qu'il y a certains savants qui soutiennent qu'en fait, les techniques sont venues de la Chine, mais ce n'est pas encore prouvé. En tout cas, on sait qu'à partir de 1570 environ, il y a eu une vraie explosion dans la production de Potosí. Ce qui a donné donc des circulations assez importantes, parce qu'à partir de Potosí, on va transporter cet argent vers le Mexique, et du Mexique, il y a donc cette circulation qui commence en direction de l'Europe, d'un côté en Espagne, et par l'Espagne, ailleurs en Europe du Nord, mais aussi dans l'Empire ottoman, et par l'Empire ottoman, surtout en Iran, en Inde, et jusqu'à la Chine. Et alors, de l'autre côté, il y a donc cet autre aspect assez important qu'il faut souligner, car il s'avère que l'exportation de Potosí coïncide presque parfaitement avec la stabilisation de la route du Pacifique. C'est-à-dire, comme vous le savez, Magellan avait découvert ça, il a fait le passage déjà autour de 1520, mais pendant à peu près 40 ans, les Espagnols n'ont pas pu utiliser vraiment cette route parce qu'ils ne savaient pas comment revenir efficacement. Et finalement, ils ont découvert, c'était en partie Andrés de Urdaneta qui a découvert que la manière de faire, c'était de revenir en prenant une route très au nord. Et comme on le sait, c'est à cause de ça qu'encore aujourd'hui, on peut trouver des naufrages des navires espagnols sur la côte même de Californie ou même jusqu'à l'Oregon, parce qu'on revenait vraiment extrêmement au nord. En tout cas, donc, il y a ces deux possibilités, cette expansion qui fait que autour de 1590 ou 1600 ou 1610, on peut vraiment parler d'un marché global de l'argent, où, selon Hamilton en tout cas,
Et Braudel avait repris ça, et à la suite de Braudel, Pierre Chonu avait aussi repris ça. L'idée, c'est qu'il y a donc une expansion possible, une connexion entre toutes ces économies monétaires, et qu'il y a aussi un moment quand ce cycle va terminer. Et la fin de ce cycle, selon Hamilton et selon Chonu par la suite, c'est 1620 environ. Donc, on a une idée d'un cycle de croissance et par la suite, il y a le cycle qui va prendre une autre tournure. Et donc, on dit que le milieu du XVIIe siècle serait un moment, disons, de dépression monétaire globale, essentiellement lié au fait que la production de Potosi n'est pas au même niveau que, disons, entre 1570 et 1620. Voilà donc l'idée générale qui avait été soutenue à l'époque. Ce qui a changé depuis 25 ans, c'est que maintenant, on voit, à partir des nouvelles données, que cette représentation du marché global de l'argent est inexacte. Et ce qui a changé pour l'essentiel, c'est à partir des données qu'on a de la Chine. Et à partir de ces données, et ça c'est le travail essentiellement présenté en anglais par mon collègue de Los Angeles, Richard von Glan, il nous a expliqué qu'en réalité, si vous regardez les importations chinoises, et vous voyez ça, alors donc, ce qui vient des Philippines est l'argent de Potosi. Mais vous voyez que là, ils ont raison, c'est-à-dire au début du XXe siècle, au début du XVIIe siècle, les montants sont beaucoup plus élevés et donc il y a en vérité, comme Chenu et autres avaient souligné, une décroissance vers les années 1620 et après. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est qu'il y avait au même moment une expansion énorme dans la production et l'expansion et l'exportation de l'argent japonais. Et maintenant, on est plus ou moins certain qu'il y avait des mines japonaises à la fin du XVIe et tout au long du XVIIe siècle qui étaient aussi importantes que Potosi, peut-être même plus importantes que Potosi. Donc ça change les données parce que du coup, il n'y a pas de crise globale de production vers 1620. Tout ce qui a changé, c'est les lieux de production. Et du coup, donc, on est dans un cadre où il faut mettre dans cette affaire tout ce qui est le commerce externe du Japon. Et là, donc, ce n'est pas seulement une question de voir l'Amérique espagnole comme le centre de ces circuits de production, mais plutôt de voir des circuits qui ont au moins deux centres. Et vous voyez que les Japonais, au XVIIe siècle, avaient un contrôle très strict sur l'exportation. Et ça se passait essentiellement en grande partie dans les navires qu'on appelait les navires de sceau rouge, parce que les Tokugawa, les shoguns, donnaient des documents. Ça, c'est un document, une autorisation qu'ils avaient donnée aux Néerlandais. Mais donc, tout cela, ça se passait d'une façon telle que, surtout du sud du Japon, il y avait toute une circulation en Chine, mais aussi finalement en Asie du Sud-Est, et il y a aussi une partie de cet argent japonais qui est même arrivé en Inde. Alors, pour l'essentiel, donc, on parle de cette autre mine, disons qu'on peut appeler plus ou moins le Potosi japonais, si vous voulez, qui est le Iwami-Ginza, dans le sud-ouest de Honshu. Vous voyez donc la grande île de Honshu, où Tokyo se trouve au nord-est, et là c'est le sud-ouest. Et donc transporté de Honshu en Kyushu, et donc de Kyushu, c'est-à-dire de Nagasaki, il y a l'exportation vers l'Asie en général. Alors ce que ça nous donne, donc, c'est une situation assez compliquée. Et là, vous voyez plus ou moins le type de données sur lesquelles Hamilton et ensuite Braudel et Chenu se sont appuyés, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait ce qu'ils appelaient une révolution des prix au XVIe siècle. Des prix ont plus ou moins monté. Le cas espagnol est le plus, qui est au trait relativement noir.
on voit que c'est plus ou moins continu, tandis que les fluctuations dans le cas anglais et le cas français sont beaucoup plus grands. Mais en tout cas, il y a une inflation assez claire pour le XVIe siècle, liée avec ces connexions. Mais ce qui est aussi important, c'est que pour Hamilton, tout cela, c'est lié avec le fait que, comme on sait, l'inflation, c'est toujours une situation de redistribution, car il y a des gens qui ont des revenus plus ou moins bien indexés. Donc, si on a des revenus qui sont bien indexés, vos revenus vont suivre le taux de l'inflation, tandis que les gens qui n'ont pas cette capacité sont les perdants dans cette affaire. Et alors, donc, il y a ce processus qui a donné, il y a la phrase célèbre de l'historien catalan Pierre Vilar qui a parlé donc de l'âge de Don Quichotte. Et pour lui, l'âge de Don Quichotte, c'est essentiellement l'inflation. L'inflation créée par l'argent américain. Et donc, vous voyez ça sur cette première partie, mais en bas, vous voyez qu'il y a aussi l'autre problème qui se pose, c'est-à-dire pour le Japon et la Chine, ce n'est pas du tout clair qu'il y a une inflation semblable. Il y a deux choses qu'il faut remarquer ici. Premièrement, vous voyez qu'il y a un écart assez intéressant entre l'évolution des prix au Japon et en Chine. Donc, ça veut dire que l'intégration des deux marchés est plutôt limitée. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une espèce d'inflation continue. Il y a des moments, comme par exemple pour la Chine, plus ou moins dans le premier tiers du siècle, jusqu'au milieu du siècle, plus ou moins, il y a une inflation, mais par la suite, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a en fait la déflation. La déflation qui souvent est associée avec le règne de l'empereur Kangxi. Et là, encore, ça a tendance à mettre en question des théories très simplistes qui ont envie de nous dire qu'on peut appliquer ce qu'on appelle en gros la théorie quantitative de la monnaie, où le fait qu'il y a plus de monnaie en circulation, ça veut dire qu'il y a toujours plus une montée des prix, il y a toujours de l'inflation. Et pour vous donner un dernier exemple, et je vais m'arrêter avec les chiffres avec ça, je vous assure. Alors là, je vous donne l'exemple qui est assez trompeur, mais intéressant, de l'Empire ottoman. Parce que dans le cas de l'Empire ottoman, par exemple, M. Pamuk, par l'écrivain, son frère, avait démontré dans un article très intéressant qu'il y a un processus d'inflation. Et vous voyez un peu l'inflation ottomane. Mais si on regarde de près, on se rend compte que cette inflation, ce n'est pas du tout une inflation en termes d'argent. C'est parce que la monnaie ottomane, la monnaie qui était utilisée pour compter, qui est le akçe, a subi une perte. Donc, ça a été dévalorisé. Donc, si vous regardez le contenu en argent de l'akçe, ça baisse de 0,85 jusqu'à 0,13. Donc, presque toute l'inflation ottomane, dont on parle souvent à cette époque-là, est due, pour l'essentiel, au fait qu'ils ont dévalorisé leur monnaie. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est assez simple, c'est parce qu'on payait les janissaires en akçe. Et donc, c'était une façon de rouler les janissaires en leur disant qu'on payait la même chose, mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Et on peut très bien comprendre pourquoi les janissaires étaient mécontents et pourquoi il y avait tant de rébellions de janissaires dans une situation où ils étaient de plus en plus mal payés. Alors, donc, vous voyez qu'à partir de ce genre cet ensemble de données, on a su faire des liens entre des problèmes dans des sociétés assez différentes, en prenant donc une idée très simple de circulation de quelque chose qui était comptable, on pouvait quantifier d'une façon plus ou moins exacte selon les chiffres et les données de douane dans des endroits différents. Et on est arrivé donc à cette idée que l'hypothèse, la célèbre hypothèse de Hamilton, selon laquelle donc il y avait une révolution globale des prix
Et c'était allié plus ou moins pour Hamilton avec l'essor du capitalisme, car il voyait dans cette redistribution liée avec l'inflation des conditions que les marxistes, et Hamilton n'était pas marxiste, mais ce que les marxistes auraient appelé l'accumulation primitive. Donc, cet écart entre les riches et les pauvres créé par l'inflation, c'est, selon lui, l'idée. Donc, on l'accepte, on ne l'accepte pas, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des moyens de faire ce genre de lien, c'est-à-dire en regardant les circulations extrêmement concrètes d'objets. Alors, je passe maintenant à une autre possibilité. Une autre possibilité de connexion qui a aussi été soutenue très longtemps, et c'est assez amusant qu'en fait, un des grands théoristes de ça, c'était précisément Jeffrey Parker. Dans un livre célèbre qui a été même traduit en français, Military Revolution, la révolution militaire, qui a été publié pour la première fois en 1987 et qui a utilisé, comme je vous ai dit la dernière fois, l'hypothèse soutenue pour la première fois par un historien. Oui, et là, j'ai fait une petite erreur en disant que Michael Roberts était irlandais. Il a enseigné à Belfast, il était en réalité anglais. Donc, l'idée de Michael Roberts, de la révolution militaire entre 1560 et 1660, a été généralisée par M. Parker en proposant une chronologie beaucoup plus large, mais aussi en visant la situation en dehors de l'Occident. Alors, donc, je vous rappelle les grandes lignes de l'idée de Parker dans ce livre. Il nous propose qu'en effet, c'est un modèle de diffusion. En Europe, à partir de la fin du XVe, mais surtout dans le XVIe siècle, il y a eu des changements assez importants dans la technologie militaire. Ce sont des changements au niveau des armes à feu légers, mais aussi des canons, la technologie qui a été utilisée pour construire des forteresses. Et il y a aussi un troisième volet qui est donc la technologie militaire maritime. Ça, c'est aussi très important. Et pour Parker, donc, si on regarde l'expansion de l'Europe et la création de ces empires au XVIe siècle, c'est dû pour l'essentiel, pas à autre chose, certainement pas selon Parker, parce que, par exemple, les Européens avaient un niveau de supériorité pour tout ce qui était les techniques de comptabilité ou de l'économie, mais essentiellement parce qu'ils étaient beaucoup plus efficaces en utilisant les moyens militaires. Alors, donc, ça c'est le premier moment. Il nous dit que par la suite, il y a eu des cas très différents. Dans certains cas, les non-européens ont su adopter et parfois même adapter la technologie militaire venant de l'Europe. Donc, il fait le contraste, par exemple, entre les gens, les Amérindiens, par exemple. Les Amérindiens avaient eu un accès très limité aux armes à feu. Et même pour les chevaux, on sait par exemple que les chevaux n'ont pas été vraiment utilisés par les Amérindiens dans des situations de guerre avant 1650. Souvent, on avait soutenu par exemple que les premières expéditions espagnoles dans le Kansas, etc., de Soto et de Coronado, dans les années 1530, avaient déjà donné des chevaux aux Amérindiens, mais la réalité, c'est que s'il y a eu des chevaux, ils n'ont jamais été ni domestiqués ni utilisés par les Amérindiens, jusqu'au moment, disons, vers 1650-60, quand les tribus du sud-ouest, les Pueblos et les Navajos, ont commencé à utiliser des chevaux. Et c'est à peu près la même chose pour les armes à feu, où les Amérindiens ont utilisé ça parfois d'une façon très limitée. Ceux parmi vous qui ont une connaissance de l'histoire coloniale britannique aux Amériques, il y a ce moment assez célèbre qui s'appelle la guerre de roi Philippe. Ce n'est pas le roi Philippe de l'Espagne, c'est le roi Philippe qui s'appelle en réalité Metacom dans le Massachusetts et qui a monté donc une guerre contre les Anglais dans les années 1680. Et là, il y a un peu d'utilisation d'armes à feu par les Amérindiens. Mais en général, selon Parker, il y a ces cas-là où il n'y a pas de vraie diffusion. Tandis qu'ailleurs, il nous dit qu'il y a eu une vraie diffusion,
où des gens ont su utiliser les armes, parfois aussi efficacement que les Européens, et parfois même d'une façon plus efficace. Donc, par exemple, quand les Portugais arrivent en océan Indien, ils vont bâtir toute une série de forteresses. Et ça, ce sont des forteresses, ici c'est Bassaïn, qui est un peu plus ou moins dans la région de Mumbai, où vous avez ici par exemple Mombasa, le fort Jésus construit par les Portugais à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et selon Parker et selon les autres qui ont travaillé dans ce cadre, il est évident que d'autres systèmes politiques ont su copier et parfois même améliorer la construction ou les technologies des Européens. Donc là encore, on est dans un cadre de connexion, mais qu'on peut finalement aussi, par des modèles de raisonnement un peu compliqués, liés avec les problèmes de crise. Parce que vous vous rappelez qu'une des façons de raisonner sur la crise du XVIIe siècle, utilisée entre autres par Mounier, c'était de dire qu'il y avait au XVIIe siècle un alourdissement dans les dépenses des États lié avec les dépenses militaires. Donc, que la guerre coûtait plus cher au XVIIe siècle, la guerre coûtait plus cher précisément parce qu'il y avait la révolution militaire derrière ça. Et si on voit ça pas seulement comme un phénomène européen, on peut aussi se poser la question de savoir si les États en Asie aussi, avaient aussi les mêmes problèmes au niveau de leurs dépenses. Alors, il s'avère que dans les 25 ans depuis la publication de la révolution militaire, Parker a eu l'occasion de changer son avis un peu. C'est-à-dire, maintenant, sa position est légèrement différente, c'est-à-dire, il veut aussi insister sur des circuits et des processus qui n'étaient pas seulement liés avec les États occidentaux. Par exemple, il nous explique dans des articles récents, dont un article qu'il a écrit en collaboration avec moi-même, qu'il y avait donc une situation qui était très très liée avec les Ottomans. On sait ça par beaucoup de voies, on sait ça parce qu'il y avait, là vous voyez une peinture ottomane qui démontre leur utilisation des armes à feu, mais c'est aussi parce que maintenant on a un recensement assez important des canons dans l'océan Indien. Et si vous commencez à regarder ces canons, vous vous rendez compte que sur beaucoup, il y a des inscriptions, et des inscriptions que parlent de ceux qui ont fondé ces canons. Ce sont soit des Ottomans, soit des gens sur influence ottomane, par exemple en Inde occidentale. Donc si vous regardez toute l'Asie du Sud-Est, si vous regardez une grande partie de l'Inde, si vous regardez les Moghols, par exemple, on voit que les Moghols, en faisant la conquête de l'Inde du Nord dans les années 1520, n'avaient absolument pas accès aux armes à feu venant de l'Europe. Mais par contre, les Moghols avaient des liens très étroits avec les Ottomans. Et donc, par exemple, l'empereur moghol Babur, à la bataille de 1526 à Panipat, il a dans son entourage un certain Mustafa Khan Rumi, qui est donc, comme suggère son nom, un Rumi, ça veut dire un Ottoman. Et c'est lui qui va fonder des canons pour Babur. Donc, il y a là, et bon, curieusement, ça revient un peu au même type de raisonnement qu'on a fait pour l'argent. Donc, il ne faut pas penser qu'un seul circuit avec un seul centre, mais plusieurs circuits qui vont se entremêler, car, bon, comme on le sait, quand on dit Ottoman, ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'il y avait aussi parmi les Ottomans des Génois convertis à l'islam, ou des Catalans, ou même d'autres personnes venant des États européens. Voilà, donc, c'est une autre façon d'aborder la question, de dire que même, par exemple, à l'échelle de la guerre maritime, il y avait bien sûr les Européens, les Portugais, par exemple, dans l'océan Indien, mais il y avait aussi, encore une fois, et ça c'est une représentation portugaise, il y avait aussi la présence, encore une fois, ottomane ou égyptienne, dans certains cas, qui fait qu'on est dans une situation donc pluricentrée et assez, beaucoup plus compliquée qu'on avait soupçonné au départ.
Il y a, bien sûr, et je vais juste ouvrir et fermer cette parenthèse assez rapidement, il y a aussi l'histoire très fascinante du problème des armes à feu au Japon, qu'il faut quand même mentionner parce que c'est un cas assez spécial, assez particulier, un cas où les Japonais vont commencer avec les armes à feu dans les années 1540, avec l'arrivée des Portugais. Il devient extrêmement efficace, mais tellement efficace que dans les années 1580, ils sont plus efficaces dans l'utilisation des arquebuses que les Européens. Donc, par exemple, dans les guerres menées par les seigneurs de guerre à la fin de la guerre civile japonaise, c'est connu que les Japonais sont arrivés à un niveau qui impressionnait tous les Européens présents. Si vous regardez les grandes batailles, et ceux parmi vous qui ont vu, par exemple, le grand film de Kurosawa, Kagemusha, vous vous rappelez qu'il y a ce moment quand il y a la grande bataille entre Oda Nobunaga et ses oppositeurs. Et alors là, il y a une utilisation assez spectaculaire des armes à feu. Mais ce qui fait que le Japon est un cas très particulier, c'est que quand les Tokugawa vont prendre le pouvoir au XVIIe siècle, il y a un renversement presque total, parce qu'ils vont donc bannir plus ou moins les armes à feu. Donc, entre l'essor des Tokugawa vers 1600 et le milieu du XVIIe siècle, il y a une espèce de processus de confiscation générale des armes à feu. Et donc, le Japon au XVIIIe siècle a très peu d'armes à feu car il s'avère que l'État japonais n'a pas voulu la présence de ces armes qui était pour l'État un élément qui pouvait contribuer à des rébellions. Mais en tout cas, vous voyez donc, à partir d'une première idée comme la circulation d'argent, on peut aussi prendre d'autres objets extrêmement concrets, des canons, des arquebuses, des armes à feu plus généralement, et on peut construire donc des modèles à partir de ça, de circulation qui on peut lier ou soit lier, soit pas lier avec des questions de crise. Donc les deux cas, on peut en réalité bâtir des modèles de crise, soit sur l'argent, soit sur les armes à feu. C'est possible. Mais ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de, comme j'ai déjà répété quelquefois, d'aller à l'échelle aussi grande que celui qui est prôné par Parker dans son livre. Il y a des choses qui sont beaucoup plus concrètes et beaucoup plus visibles, même au niveau des sociétés, où il y a aussi des agents. Et on peut revenir à une histoire, disons, un peu plus humaine de l'affaire. Et alors, plus généralement, il y a certainement des choses à dire autour de cette idée de connexion et circulation qui va produire des problèmes, des crises ou même des révolutions en pensant à tout ce qui est l'histoire de la consommation au XVIe et XVIIe siècle. Et là, je reviens à cette idée assez importante qui avait été soutenue tout d'abord par Alfred Crosby, l'échange colombien, c'est-à-dire l'idée que ce qui se passe avec la découverte de l'Amérique, c'est cette espèce de processus généralisé d'échange qui va bouleverser le monde, parce que pour les Américains, ils vont donc importer, bien sûr, des microbes. Ça, c'est très important, finalement, et très tragique pour eux, mais aussi d'autres produits venant de l'Europe. On a parlé de chevaux, mais on peut aussi parler d'autres choses. Mais surtout, c'est dans l'autre sens qu'il faut regarder pour voir la circulation des produits originaires de l'Amérique qui vont donc, en quelque sorte, transformer beaucoup de choses au XVIe et au XVIIe siècle. Et ce que je veux soutenir ici, c'est l'idée que à partir de ces produits, on voit que l'idée de crise telle que c'est décrite au XVIIe siècle, l'idée de révolution, a souvent un fort contenu moral. Donc, souvent, quand on dit crise, on est en train de parler de changements sociaux
qu'on trouve pas souhaitable ou même désagréable. Et qu'on a donc tendance à associer avec des processus de dégradation morale. Et je vous donne un exemple extrêmement concret de ça. Alors, je vous mentionne juste en passant que les idées de Crosby avaient été ensuite généralisées par Jared Diamond dans son livre Guns, Germs and Steel, que quelqu'un a voulu traduire en français avec un autre titre, de l'inégalité parmi les sociétés. Ça, c'est des mystères de la traduction. Alors, c'est quoi donc l'autre produit dont on va parler un peu? C'est le tabac. Alors, le tabac, qui était déjà assez répandu en Amérique avant l'arrivée des Européens, qui est déjà repéré dans les Caraïbes par Christophe Colomb et qui est plus en plus observé par presque tous les Européens pendant la première moitié du XVIe siècle. D'ailleurs, en cherchant, j'ai trouvé un bon article assez bien fait dans la lettre du Collège de France de 2010 par M. Marc Kirsch, qui s'appelle « Genèse d'une épidémie », où il fait un peu le recensement des données sur le tabac dans les écrits européens du XVIe siècle. Alors donc, comme j'ai dit, le tabac est vu par toute une série d'observateurs, un peu partout en Amérique. Jacques Cartier, dans les années 1530, va donc voir ça dans le Canada. André Tevet en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, André Tevet, cosmographe, a même importé du tabac qu'il a fait pousser dans son jardin. Et en fait, il a été extrêmement mécontent quand Jean Nicot, qui avait importé le produit du Portugal, a eu l'honneur de donner son nom au produit, donc, qui est devenu nicotine de Jean Nicot, tandis que Tevet pensait que c'était son droit à lui de pouvoir donner un nom, sinon son propre nom, un nom de son choix. Alors, là, vous voyez un des premiers, peut-être la première description du tabac, faite au XVIe siècle par le médecin Nicolas Monardes, dans son texte qui a donc assez vite été traduit en français. Et là, vous avez donc l'histoire des drogues, qui est une espèce de compilation à la fois du texte de Monardes, mais aussi le texte de Garcia de Horta, ici appelé M. Garcia du Jardin, et de Cristóvão da Costa. Donc, un texte dans lequel on dit, et je vous cite, « La plante tabaco a été anciennement en usage entre les Indiens, principalement entre ceux qui habitent près de Nouvelle-Espagne, pour la guérison des plaies, etc. » Donc, il s'est présenté essentiellement à la fois comme médicament et comme quelque chose qui est donc ingéré ou fumé. Alors, on sait que le tabac s'est répandu très, très rapidement. Ça a été donc décrit avec minutie en utilisant les données des Mexicains par le proto-médico Francisco Hernández dans son texte qui a été finalement publié au milieu du XVIIe siècle. Donc, il y a énormément de production et de curiosité autour du tabac. Et on sait ce que ça a donné. Là, on a la carte mondiale de la production de tabac vers 1940. Et ce qui est assez frappant, si vous regardez cette carte, et en fait, on comprend que c'est vers 1940 parce qu'il y a toujours Manchukuo marqué sur cette carte. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est si vous regardez la production, et ça, c'est les proportions, vous voyez, ça, c'est l'Inde, suivi par les États-Unis et l'Union soviétique. Donc,
c'est quelque chose qui a une distribution au niveau de la production qui est assez inégale, et ce n'est certainement pas le cas avec la consommation, qui serait toute une autre carte. Alors, depuis la deuxième moitié du XVIe siècle, il y avait des voix sceptiques qui se sont levées sur le tabac, car on disait que le tabac était capable de faire toutes sortes de choses. Alors là, vous avez un poème satirique écrit en italien par un certain Castor Durante, qui était professeur à la Sapienza. Et là, vous voyez qu'il se moque des gens qui attribuent toutes sortes de qualités au tabac. Donc, il dit è conosciuta col nome di Santa Croce, l'erba che cura gli occhi dei bambini, etc. Donc, elle est connue sous le nom de Sainte Croix, l'herbe qui soigne les yeux des enfants, qui guérit les plaies, apaise les blessures, l'herbe qui soigne les scrofules et les cancers, qui guérit l'ulcère et le carcinome, qui soulage les brûlures, qui repousse la gale et guérit aussi la maladie qui doit son nom à Impete. Cette herbe réchauffe, flétrit, sèche, purifie, clarifie, apaise le mal des dents, du ventre et du crâne. La traduction est de Ilaria Andrioli. Alors, vous voyez qu'on se moque essentiellement de celui qui a amené ce produit en Italie, qui est Prospero Santa Croce, qui était nonce apostolique au Portugal et qu'il a donc amené en Italie. Alors, ce qu'on voit, c'est que, donc, à la fois, c'est un produit qui va se répandre très, très rapidement, qui fait partie donc, précisément de cet échange colombien dont parle M. Crosby, mais qui a aussi suscité des polémiques énormes. Là, c'est un texte qui reste assez intéressant, car c'est un texte contre le tabac écrit par Jacques Ier de l'Angleterre. Donc, le roi lui-même a pris la plume pour écrire un texte pour expliquer comment ce n'était pas digne des gens civilisés qu'ils fument un produit qui était très bien pour les sauvages, mais ce n'était pas du tout ce qui aurait dû être pratiqué par des gens dans des pays qui se veulent civilisés comme l'Angleterre ou ailleurs. Mais néanmoins, on sait que ça, c'est le roi, dans ce cas précis, n'a pas eu beaucoup de succès, car il y a des gens qui ont écrit des textes, pas directement contre le roi, mais en disant que le problème, c'était que si on ne se mettait pas dans le commerce du tabac, ça risquait de créer des problèmes pour l'économie. Donc, c'était des arguments essentiellement à la fois mercantilistes, et en disant qu'il fallait donc une substitution de la production locale à la place des importations. Donc ici, c'est Edward Bennett qui écrit un texte pour expliquer comment il fallait donc monter une production britannique de tabac, parce que sinon, on risquait de perdre l'argent en payant aux Espagnols leur tabac. Donc, c'est plutôt ces gens-là, et non pas le roi, qui ont gagné dans l'affaire, même si tout au long du XVIIe siècle, il y a eu ces textes polémiques toujours en mettant en question le problème du tabac, comme ce texte qui s'appelle The Sotweed Factor, écrit par un certain Ebenezer Cook, où il parle de comment, en fait, il a été escroqué par un Quaker en Nouvelle-Angleterre. Ce Quaker a donc promis qu'il allait livrer des quantités de tabac, mais quand il a donné son argent, my goods I trusted to the cheat, whose crop was then aboard the fleet, and going to receive my own, I found the bird was newly flown. Donc, le Quaker était parti avec l'argent du pauvre auteur du poème. Alors là, c'est pour dire que cette production n'est pas seulement indigne, mais aussi ça se prête à toutes sortes d'actions comme ça. Mais on sait qu'en Europe, alors les peintres néerlandais au XVIIe siècle ont quand même passé un certain temps à peindre les fumeurs. Vous avez deux exemples ici. Donc, c'est un produit qui a énormément de succès en Europe. Et maintenant, on sait que ça a de plus en plus de succès ailleurs dans le monde.
en Empire ottoman, ou c'est lié avec un autre produit, bien sûr, qui n'est pas un produit du Nouveau Monde, qui est le café. Hein. Donc, la consommation du café et du tabac vont ensemble, comme on voit dans le livre de M. Hattox, mais aussi dans l'Iran safavide et en Chine, où à l'époque des Ming, c'est devenu un produit très, très répandu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant partout, et même en Inde, où en Inde, la production commence du sud, où les jésuites, manifestement, l'ont importé, et ça va gagner le nord progressivement pendant le XVIIe siècle. Mais tout de suite, au XVIIe siècle, les empereurs moghols vont débattre le problème et ils vont essayer de promulguer des lois contre le tabac. Et il y a donc, par exemple, l'idée que le tabac vient d'ailleurs. Souvent on dit en Inde, et ça c'est curieux, que ça vient de l'Asie du Sud-Est. Plutôt que du Moyen-Orient. Là, c'est un peintre néerlandais, Andries Beekman, qui a produit cette peinture d'une femme qui fume sur le chemin du marché en Indonésie au XVIIe siècle. Alors, pourquoi réfléchir sur ça? Parce que finalement, on voit que dans les débats sur la crise du XVIIe siècle, les produits comme le tabac sont souvent au centre des débats. Je vous donne quelques exemples. Dans l'Empire ottoman, au XVIIe siècle, il y avait des gens qui ont soutenu que le tabac était un produit hautement positif, qui avait des qualités hautement positives. Il y a par exemple le grand soufi et médecin Abdelghani Nablussi qui a même écrit un traité sur les effets positifs du tabac, en disant que c'était, d'un point de vue médicinal, c'était extrêmement, ça avait énormément de bénéfices. Il s'est basé en partie, il s'avère, d'une façon assez compliquée, sur le texte de Monardes. Parce que le texte de Monardes avait été traduit par un médecin juif de Damas, et donc par la suite c'est passé dans la circulation chez les arabophones également. Mais c'est intéressant de voir que dans les années 1660, par exemple dans l'Empire ottoman, quand il y a une de ces rébellions recensée par Parker, qui est la rébellion de ce qu'on appelle les Qadizadle, des gens qui se considéraient comme des musulmans orthodoxes, parmi les choses qu'ils ont pris en cible, c'était le tabac. C'était la consommation du tabac. Et l'idée étant que ces produits-là étaient, comme on dirait, étaient des innovations peu désirables, le bidat. Et donc, on voyait dans ça des changements dans les sociétés qui n'étaient pas désirables et essentiellement qui avaient un effet bouleversant. Et donc, derrière ces notions de crise, de révolution, etc., si on commence à creuser, si on regarde, par exemple, les écrits au milieu du XVIIe siècle, même en Angleterre, autour de la révolution et autour de la guerre civile, souvent on est en train de parler justement du fait que le monde est instable. Et l'instabilité du monde tel qu'on le conçoit, ça vient essentiellement aussi de ces produits qui sont considérés donc comme des produits liés avec un monde qu'on n'est plus capable de reconnaître. Alors donc, pour terminer, je reviens un peu sur l'analyse de Koselleck sur la question donc des crises. Alors Koselleck nous dit, avec raison, que l'idée de crise, en fait, on peut le voir dans le XVIIe siècle, mais dans le XVIIe siècle, c'est utilisé dans un cadre qui a à voir avec, tout d'abord, cette comparaison entre le corps politique et le corps en général. Par exemple, il cite M. Rudyard, qui écrit en 1627 en Angleterre, « This is the crisis of parliaments. We shall know by this if parliaments live or die. »
Donc, vous voyez qu'il voit ça comme une espèce de crise médicale. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tous ces mots qu'on a recensés au départ, révolution, crise, trouble, ça reflète en fait les angoisses des gens face à une situation qu'ils ont l'air de trouver inquiétante parce que ça représente des changements dans un monde. Et entre ces sentiments subjectifs et des mouvements objectifs, que ce soit des prix, que ce soit des dépenses des États, que ce soit des températures qui baissent un peu d'un moment à un autre, il y a un très grand écart. Donc, si vous voulez que les gens aient l'impression qu'il y a une crise, ça c'est certain. Qu'il y a des témoignages sur des crises, c'est absolument sûr au XVIIe siècle. Mais entre ça et l'idée d'une crise qu'on peut démontrer objectivement ou qu'il faut lier avec une démonstration objective, là, il y a tout un problème, il y a tout un lien et il y a tout un exercice qui vient, au moins de mon point de vue, qui vient plus de l'historien que des réalités du XVIIe siècle. Donc, ce que j'ai voulu vous démontrer, en effet, c'est qu'il y a cette histoire comparative possible, il y a une histoire connectée, donc aussi possible, et même qui remonte assez longtemps, mais ni l'un ni l'autre nous aide vraiment à résoudre le problème ou d'arriver à une conclusion sur le fait qu'il y a eu ou il n'y a pas eu une crise au XXe siècle. Et finalement, on peut même dire que dans tous les siècles, il y a des crises. Bon, merci.